Donc je vais parler des lésions musculaires dans le sport. Je vais vous parler de l'apport de la tricardthérapie, mais avant, il me semble important d'essayer de démontrer un petit peu ces lésions musculaires et avoir un œil de kiné avec un aspect clinicien sur ces lésions. Le top 5 des sports dans lesquels on trouve le plus de lésions musculaires, le foot bien sûr, le hand, le rugby, l'athlé et le basket. 64% des lésions du football français, avec, vous voyez, une grosse prépondérance sur les ischios avec 37%, adducteur 28, quadri 17, triceps sural 13. Ces lésions d'adducteurs mal soignées qui, avec associé à des conflits de hanches, vont nous amener pas mal de patients pubalgiques qu'on voit dans le foot, qu'on voit également maintenant de plus en plus dans le rugby et sur des patients de plus en plus jeunes. Toujours dans le football, ces lésions d'ischio ont des conséquences vraiment importantes, avec 18 jours d'absence à l'entraînement ou en match par lésion par saison, 15 à 30% de cas de récidive d'une précédente lésion des ischios. Problème majeur des atteintes musculaires. Donc nous allons en reparler plus tard, mais notre rôle il est vraiment important dans la prise en charge précoce de ces lésions musculaires afin de faire de la prévention secondaire. Alors pourquoi tout ça? Le niveau de professionnalisme est en augmentation constante, le travail de charge plus intense, avec des notions de force-vitesse qui sont parfois difficiles à doser, la pression sur le staff médical omniprésent, pour en parler avec Brice qui est là, et on a eu quelques réunions avec le staff technique où on nous demandait quand même de remettre les joueurs un peu plus vite que prévu sur le terrain, avec des pics de blessures, 12-25 ans, octobre et avril. Pourquoi octobre? Parce qu'on est au décours d'une grosse période de prépa physique. Et parfois, lorsque l'intensité de la compétition augmente, les joueurs ont un petit déficit à ce niveau-là. Avril, sortie de l'hiver, fatigue, les jeunes avec la scolarité associée. 80% des lésions match. Deux types de lésions. Lésions extrinsèques, choc externe, parfois associées à une contraction musculaire. Donc c'est la traditionnelle béquille. Lésions intrinsèques avec trois types, le stretching type, le sprinting type ou les sollicitations excentriques. Le muscle qui nous embête le plus dans notre pratique de kiné du sport, les ischios. Alors on va voir une blessure sur la phase finale de la phase oscillante du sprint. On a tous en tête des images de sprinteurs ou de coureurs de 400 sur le virage opposé qui, à la sortie du virage, s'arrêtent et se mettent la main sur l'ischio. Donc pic de force excentrique sur un muscle qui tente de garder sa vitesse. Alors, on a paradoxalement une atteinte très importante sur la longue portion du biceps. On peut considérer que le semi-tendineux a une composante excentrique, donc c'est lui qui va gérer cette phase d'oscillation. Et en fait, souvent, on a des semi-tendineux qui sont déficitaires. Donc, le sportif, l'athlète va demander à son biceps fémoral de prendre le relais. Le biceps n'est pas fait pour ça, c'est un muscle qui est plutôt phasique, donc c'est lui qui va lâcher. Chose importante, depuis des années, c'est Marc qui peut en parler aussi, la classification des lésions musculaires. On a vu passer 50 classifications au fil des années. Voilà. Moi, lorsque j'ai commencé à travailler avec Pierre et Marc, on nous parlait de ça, on nous parlait, André Rivet nous avait sorti cette classification, contracture, élongation, claquage, déchirure, rupture totale. Mon ami Rodino, lui, a été le premier à parler du tissu conjonctif dans ses classifications. Et ça, c'était vraiment une chose qui était intéressante. Quelques années après, on a vu arriver la classification de Wolfhard. Wolfhard, c'est un chirurgien allemand qui a opéré beaucoup de footballeurs il y a quelques années, qui était une classification intéressante, mais qui ne parlait pas du tissu de soutien. De nos jours, lorsque vous avez des comptes rendus d'échographie dignes de ce nom, on parle maintenant de grade 2, de grade 2C, de grade 2M, voilà. Et donc, ce qui permet vraiment de différencier les lésions avec hématome, sans hématome, les lésions de conjonctif pur. Voilà, donc pour nous c'est intéressant, qui nous permet déjà de mettre peut-être un temps, voilà, l'item 1 cm une semaine, 2 cm 2 semaines, ça on oublie. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une échographie qui est faite correctement, parce que nous, les médecins, Guillaume, lui, voit les patients une fois, il envoie l'écho, après il nous le renvoie, sauf que nous, on le voit tous les jours ou 3 fois par semaine. Donc c'est à nous qui va demander à peu près tous les 4 jours, quand est-ce que je peux reprendre, quand est-ce que je peux courir. Donc l'imagerie de départ, pour moi, elle est importante.
Pourquoi une classification? Pour adapter le traitement, pour déterminer donc la durée d'indisponibilité pour le sportif, le coach, le président, l'agent et les parents. Les parents, voilà, je vois quelqu'un en face de moi là, qui s'occupe beaucoup de danseuses. Et il y a la danse, il y a l'athlé, il y a dans les sports individuels, le tennis. Dans les sports individuels, on a également l'impression des parents. Mais parfois une corrélation qui va être difficile entre la clinique, l'imagerie et les sensations de notre sportif. Voilà, donc tout ça c'est important pour nous, et on va le voir juste après. Dans nos cabinets de kiné, on se doit de refaire un examen clinique de nos patients avant de commencer à travailler. On a parlé exemple tout à l'heure, parfois, vous le savez tous, vous avez un patient qui arrive avec une prescription très très succincte et une imagerie dont on n'est pas certain du résultat. Alors qu'est-ce que la lésion myoaponeurotique? Notre muscle, en fait, c'est quoi? C'est ça, c'est un millefeuille myoaponeurotique. La structure myoaponeurotique, c'est un composite anisotrope avec des qualités viscoélastiques, mais ces qualités, une fois qu'elles vont être dépassées, elles vont provoquer par la déformation une rupture. La rupture va se faire à la jonction de deux matériaux. Ça peut se faire à la jonction des fibres musculaires et de la cloison aponeurotique, ou ça peut se faire à la jonction de deux cloisons, ce qu'on va appeler un clivage. L'apport des nouvelles classifications d'imagerie nous ont donc conduit de la classification d'Andrivet aux classifications actuelles, qui avait été décrite par Bouchard avec une désinsertion de la structure musculaire de son support conjonctif, aponévrose, péromédium, endomédium. On va voir que nous avons trois sites de localisation de ces lésions musculaires. On peut avoir l'enveloppe conjonctive périphérique avec un minimum de 3 semaines d'indisponibilité et d'arrêt. On verra après que ce n'était pas de l'arrêt total. La localisation centrale, qui pour moi est la blessure la moins grave, une lésion centrale droit fémoral chez un gardien de but qui s'est fait cette lésion sur un dégagement, peut rejouer très très vite. Il demandera à son défenseur central de dégager, mais voilà, pour moi c'est pas une blessure très très grave. La plus embêtante, c'est évidemment la blessure à la jonction myotendineuse, qui va nous amener à 6 semaines d'arrêt. L'interrogatoire, déjà de savoir si c'était une récidive ou non, les circonstances de survenue, avec toutes ces notions de déchirure, de craquement, de type d'effort, le mécanisme étirant, contraction excentrique, début brutal ou progressif, et la qualité de l'impotence fonctionnelle. Est-ce que le sportif est revenu sur le terrain? Est-ce qu'il a ralenti son activité ou est-ce qu'il ne pouvait absolument pas reprendre? Dans notre examen clinique, nous allons jouer sur 2 items, le type de contraction et la course du muscle. Donc on va partir d'une isométrie course interne, isométrie course moyenne, concentrique de la course moyenne à la course interne, isométrie externe, puis concentrique externe moyenne, excentrique interne moyenne, et ainsi de suite. On peut également associer des contractions stretch, c'est-à-dire qu'on essaie de piéger un petit peu le patient. Souvent, ce type de douleur va plutôt révéler des clivages, c'est-à-dire des lésions entre 2 cloisons aponeurotiques. La triade de notre examen clinique, donc contraction, étirement, palpation. L'étirement va rechercher douleur ischio, c'est-à-dire sur un ischio, évidemment, même sur un patient très peu souple, il va vraiment décrire une douleur sur la mise en tension de la chaîne postérieure. La palpation, elle va se faire de la superficie en profondeur, longitudinale, transversale. Il est important de terminer par la palpation afin d'affiner et de peaufiner notre diagnostic. Le résultat de ces tests cliniques, lorsqu'on a une douleur uniquement en isométrie et sur l'étirement, mais que cette douleur ne reste pas sur l'allongement du muscle, on est souvent sur une contracture, ce qu'on appelle les DOPS. Et ensuite, plus vous allez allonger votre muscle, plus la douleur va démarrer tôt et rester au fur et à mesure qu'on l'allonge, on est sur une gravité exponentielle de la lésion musculaire. Donc tout ça c'est indispensable afin de poser le diagnostic de gravité, ne pas sous-estimer la gravité lésionnelle lorsque le muscle est chaud, éviter la reprise précoce. Le traitement, on va le voir après, est à débuter le jour même. C'est vraiment très très important et je pense que tout le monde ici le voit, vous le voyez tous dans vos cabinets et vous pestez lorsque vous voyez arriver un patient à 15 jours de lésion parce que le médecin, je ne jette pas la pierre au médecin généraliste qui malheureusement dans nos campagnes, parce que moi je travaille dans un village de 2000 habitants et dans nos campagnes ils n'ont pas l'information pour ça, ils
Ils ne sont pas au fait de ce qui se fait maintenant. Le traitement. Le traitement va se faire en 4 phases. Une phase aiguë, une phase aérobie, une phase anaérobie, une phase de reprise avec l'équipe. Par rapport au délai de prise en charge, je vous en parlais à l'instant, Bayer Real a comparé 2 protocoles de traitement de LMH chez des athlètes amateurs, un protocole avec un traitement à J2 et un autre à J9, suivi pendant 12 mois. Les athlètes qui ont suivi une lésion grave, qui ont débuté la prise en charge à J2, ont repris leur activité en moyenne 62,5 jours sur l'année, avant ceux ayant débuté à J9. Donc, importance vraiment prépondérante de la prise en charge précoce. Alors, les acronymes qu'on avait l'habitude voilà, nous, les anciens combattants, on était sur RICE, grec. Maintenant, on parle de police, protection optimale loading, RICE, compression, élévation. Mais ça, Pierre Lebas, il ne va pas être content après moi, parce que autant je mets du Game Ready sur mes prothèses de genoux et mes ligaments croisés, mais j'en mets pas sur mes lésions musculaires. Voilà, on sait tous maintenant, tout le monde est au courant de ça. La cryothérapie nuit à la polymérisation MM2 chez les animaux. Donc, importance de la gestion de cette phase inflammatoire post-traumatique. Il faut laisser l'inflammation se mettre en place. Ça va mettre en place le tissu de soutien, cellules satellites de Moreau. Voilà. Par contre, la mise en charge précoce, elle est indéniable. Elle est vraiment primordiale. Il faut mettre nos patients debout, quel que soit le type de lésion d'ailleurs, pas seulement sur les lésions musculaires. Voilà, nous parlons maintenant de Peace and Love, protection, élévation, anti-inflammatoire évité, compression, éducation et mise en charge, optimisme. Il faut sécuriser le patient, il faut le rassurer. Il faut préparer l'avenir également. On parle déjà de prévention secondaire très vite dans nos traitements. En n'allant pas trop vite, en prenant le temps, on fait de la prévention secondaire, la mise en place d'exercices. Donc cette mobilité et prolifération précoce et capillaire, je vous en ai parlé. La deuxième phase, la période aérobie. Alors, je vous ai mis J3, J30 en moyenne. Donc là, on va vasculariser. On va faire de l'apport d'oxygène, on va activer les cellules satellites, prolifération des myoblastiques, fibroblastiques capillaires et résorber l'hématome. La traction, donc on va commencer très vite à travailler le tissu. Je vous rappelle que notre premier outil, il est là. Même si je vais vous parler de T-card-thérapie, plein de choses différentes. On a une main. Donc il est important de poser la main sur le patient. Orientation collagénique et musculaire, libération des plans cutanés, facial et musculaire. L'excentrique, il va démarrer très vite. On va démarrer l'excentrique à J4, bien sûr submaximal, toujours sur activation des cellules satellites, production des protéines de structure, orientation collagénique et musculaire. De doux à modéré et intense, en jouant sur 3 paramètres, la vitesse, l'intensité et l'amplitude. Dans cette période aérobie, donc on continue la vascularisation, et on va vraiment commencer à spécifier notre travail musculaire en fonction du muscle touché. Si on reprend le cas des ischios, on sait très bien qu'il y a certains exercices, vous le voyez en bas, qui vont être plutôt semi-tendineux, d'autres exercices qui vont être plutôt biceps fémoral. On va essayer également de se rapprocher de l'activité. Notre footballeur qui a une lésion de l'ischio, du droit fémoral, on va essayer très vite, en respectant les amplitudes, en travaillant sur la course interne, à le mettre dans son activité, à lui lancer un ballon, à faire des choses vraiment qui vont se rapprocher de l'activité. Voilà, ça c'est un petit peu la même chose, pour régionaliser les ischios, leurs différents exercices de renforcement. Autre donnée qui a été étudiée, c'est la notion d'allongement musculaire. Voilà. Donc il est vraiment important de travailler cette extensibilité musculaire qui est un critère de non-récidive. Quelle est la place de la T-card-thérapie dans ce traitement des LMA? Petit rappel rapide sur la T-card-thérapie. La T-card-thérapie, c'est un courant de haute fréquence. On est sur des plages de courant de 0,3 MHz à 1 MHz ou 300 kHz à 1000 kHz. C'est pas du TENS. Le TENS, c'est du 80 Hz. On fait du gate control. On va saturer les nocicepteurs. Là, on va chercher vraiment une action biologique avec 2 types d'électrodes. Des électrodes capacitives qui sont des électrodes avec un isolant qui vont avoir une action uniquement sur le tissu mou. Le tissu mou, ça va être la peau, ça va être le muscle, ça va être le ligament qui sont des tissus riches en eau. À l'opposé, le résistif, on va travailler sur les tissus durs. Mais dans le cas qui nous intéresse ce soir, les tissus durs, le muscle fibrosé est un tissu dur. Donc on va utiliser la diathermie de la T-card-thérapie pour aller rendre la normalité au tissu. Par quel mécanisme?
C'était décrit dans les années 1890 par Arsoval, de manière à jouer sur la perméabilité cellulaire. Donc on va essayer d'ouvrir les canaux ioniques de manière à augmenter leur perméabilité cellulaire et de rendre au tissu sa normalité. L'antalgie, elle est indéniable sur la T-CAR-thérapie. Moi, j'utilise ça depuis une quinzaine d'années, et ça va vraiment nous permettre d'avancer par rapport à la douleur, avec une inhibition de messages douloureux au niveau synaptique par les neurotransmetteurs. La diathermie va diminuer la pression sur les nocicepteurs. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire des diathermies et qu'on va relancer cet échange liquidien, on va essayer de faire migrer ce liquide. Et c'est un petit peu le même principe que lorsque vous mettez un taping type pieuvre sur un genou. En fait, vous permettez au liquide de migrer, donc on diminue la pression sur les nocicepteurs. C'est un peu la même chose. Au total, on va augmenter le métabolisme, augmenter la circulation sanguine, relâcher les tensions musculaires. En fait, c'est toutes nos techniques de normalisation du corps, parce que le corps, lorsqu'il subit un traumatisme, il se met dans un petit cocon de protection, avec des tensions musculaires, avec du liquide. Lorsqu'on normalise tout cela, avec nos mains, avec la T-CAR-thérapie, avec du crochet, avec tout ce que vous voulez, on va rendre la normalité, donc on va avoir un effet immédiat sur l'antalgie. Voilà, ça je vous en ai parlé, effet sur la circulation sanguine et lymphatique, effet sur la cicatrisation des tissus par rapport à cet échange cellulaire. Donc synthèse du collagène, vraiment important. Voilà. Les contre-indications de la T-CAR-thérapie, qui sont un peu les contre-indications de toute l'électrothérapie, le pacemaker, la thrombophlébite, la grossesse, les patients mineurs. Pourquoi les patients mineurs? Parce que la diathermie est assez invasive. Et moi, perso, je ne suis pas fan d'aller foutre du résistif sur un gamin qui a un Osgood ou un maladie de Sauer. Voilà. Donc, pas de T-CAR-thérapie invasive sur les cartilages de croissance. Le cancer, la fièvre et l'infection. Aucune, on parlait de la prothèse, aucune contre-indication sur le matériel prothétique. C'est vraiment intéressant ce matériel sur des genoux compliqués qui ne veulent pas plier, de manière à lever les adhérences sur les plans fibreux du genou. Donc le résistif, on va être sur cette électrode non isolée. On va placer le segment de membre à tester ou le muscle à tester entre nos deux électrodes avec un courant de 500 kHz. On va travailler sur un mode profond, ce qu'on appelle le focal, ou sur un mode longitudinal, par exemple sur une épicondylite. Voilà. La nouvelle génération des appareils, ils ont développé des courants supplémentaires. Donc le courant UMS, en fait, la T-CAR-thérapie a été additionné d'un courant d'électrostimulation. Quel est l'intérêt? La diathermie, elle va être plus efficace lorsque le muscle est densifié. C'est une image, mais c'est-à-dire, moi je fais du travail excentrique sous T-CAR-thérapie, parce que la diathermie va vraiment se focaliser sur le muscle concerné. Si en plus vous mettez une composante d'électrostime qui ne va pas être douloureuse, parce qu'on est sur la moyenne fréquence, contrairement au complexe, vous allez vraiment avoir un recrutement musculaire de faible intensité qui va vraiment être intéressant pour notre travail. Voilà, donc un focal ou radial, ça je vous en ai parlé. Voilà, une petite vidéo rapide. Alors on peut travailler avec différentes zones, vous verrez que les nouvelles générations, on peut à la fois faire du résistif et du capacitif en même temps. Vous pouvez le voir sur la vidéo de droite. On associe l'excentrique, plaque de retour, plaque résistive et le capacitif qui est une action drainante et antalgique entre les deux électrodes. Voilà, ce qui est vraiment associer notre technologie à votre travail de rééducation. Voilà, deux exemples un petit peu de ce qu'on peut faire sur les zones musculaires récentes. On va vraiment faire du capacitif de manière à améliorer le métabolisme, libérer les tensions. Et rapidement, on va passer sur du résistif avec une chaleur confortable, diathermie douce. On est en post-trauma assez immédiat. Rajouter de l'EMS et de l'ITENS. L'ITENS, c'est du courant de basse fréquence antalgique de 2 Hz, 5 Hz ou 25 Hz si on est sur une pathologie inflammatoire. La lésion musculaire fibrosée, je vous avoue que moi je l'utilise beaucoup. On peut faire l'onde de choc sur une lésion fibrosée.
qui va être mécanique. On peut faire de la técarthérapie sur les lésions fibrosées. En fait, on va faire de l'onde de choc électrique. On va se servir de la diathermie pour aller lever ces tensions musculaires. L'avantage, c'est que c'est moins douloureux évidemment que l'onde de choc, puisque l'aspect antalgique de ce type de courant va apporter un bien-être au patient pendant la séance. Voilà. Petite vidéo, voilà. Vous voyez, ça c'est un patient qui a sur un étirement simple, qui a une lésion du tendon conjoint de l'ischio. Là, on est à 5 semaines. On a repris ce travail excentrique à J4. Là, on est sur des exercices un petit peu plus difficiles sous técarthérapie. Donc, intérêt de la técarthérapie sur la LMA, activation du drainage lors de la prise en charge précoce, antalgie bénéfique, je vous en ai parlé, relance du métabolisme cellulaire associé au travail excentrique précoce, diathermie très intéressante. Vous voyez, nous sommes des thérapeutes manuels, donc je ne sais pas si vous utilisez des outils de scrapping, des choses comme ça. Voilà, on peut très bien avoir cet outil quand on va brancher à notre machine. Le principe des bracelets est vraiment intéressant, de manière à conserver notre action manuelle, être à l'écoute des tissus avec l'addition du courant. Conclusion par rapport à tout ça, le diagnostic des lésions myopodnévrotiques du sportif est essentiellement clinique. On en parlait avec Jérôme avant que vous arriviez tous, moi, mes vieux gourous comme Rodino, comme Michel Allard, m'ont appris lorsque mon patient arrive dans mon cabinet, ne jamais regarder la radio ou l'écho en premier, mais déjà de nous faire une autre idée. Il est important de faire de l'examen clinique, même si nous ne sommes que des kinés. On doit examiner le patient. Après, on regarde la radio. Est-ce qu'il y a une corrélation? Alors, si vraiment il y a une discordance totale, Guillaume, tu pourras nous donner ton avis là-dessus, mais est-ce que je me suis trompé dans mon examen clinique? Est-ce que l'imagerie n'est pas bonne? Il faut vraiment se remettre en question par rapport à ça. Donc, l'imagerie est appelée à confirmer un valeur gravitaire, faire mieux guider le traitement dans les formes tenaces. Intérêt de l'imagerie de contrôle sur des lésions musculaires, lésions myopodnévrotiques. Moi, perso, j'en suis pas persuadé. L'imagerie, l'échographie de départ est vraiment primordiale. C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Vous faites une imagerie à 3-4 semaines à votre patient. On sait par les études qu'un tissu est retrouvé son état initial à quelques mois post-lésion. Donc on peut très bien avoir des patients avec un petit décollement myopodnévrotique de 1 cm qui est totalement symptomatique, qui n'a aucune douleur sur les tests de sprint. Rien n'empêche de reprendre. Par contre, si ce patient, vous lui montrez l'image, il peut y avoir une crainte qui va se mettre en place. Je ne sais pas, Guillaume, ce que tu en penses. Voilà, donc moi je ne suis pas fan. Donc l'intérêt de la técarthérapie lors de la phase inflammatoire en cas de fibrose. Donc cicatrisation de meilleure qualité, mais ce n'est pas pour autant qu'en faisant la técar, on va reprendre plus tôt. Enfin, moi je ne suis pas partisan de ça. L'intérêt, il est dans la prévention secondaire, il est dans la prévention des récidives, il est dans une bonne cicatrisation, mais c'est un outil supplémentaire. Voilà, je ne fais pas que la técarthérapie, je fais plein de choses, je fais de la revitalisation, je fais tout un tas de trucs. Voilà, c'est un outil supplémentaire dans notre caisse à outils. Voilà, je vais améliorer ce qu'on fait de moi. Le BFR pour le travail de force, il est vraiment très intéressant également, et sur des lésions importantes. La reprise sera progressive, sous surveillance adaptée selon le public concerné. Clinique sensation du sportif vont guider cette reprise. La prévention, elle est importante à mettre en place. On a parlé du FIFA 11. Il y a tout un tas de choses importantes. On a des tests cliniques, Guillaume en a parlé. On a plein de choses et voilà. Et si vous êtes là ce soir tous, je pense que ça vous intéresse. Et voilà, petite dernière chose, si nous sommes, sans faire l'ancien combattant, il y a plein de choses. On fait de la réathlétisation, on fait plein de trucs maintenant. On a des kinbent, on a des trucs, c'est très bien, c'est très très bien. Mais moi, il y a des petites choses que je vois maintenant arriver. Je suis un vieux con. Et je vois des nouvelles salles de kiné qui émergent. On voit ça sur les réseaux, qui sont des salles de crossfit. Et gardons la main. Même si moi j'adore faire la réathlétisation, j'adore ça m'éclate. Et restons avant tout, gardons en tête que notre main c'est notre premier outil. Et gardons la main sur les patients. Et je pense que Marc ne sera pas contre ce que je viens de dire. Merci de votre attention.